Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode un peu spécial d'Histoire de Daron. Je suis Fabrice, je suis votre hôte et cette semaine je vous propose d'écouter l'histoire de Benoît, 50 ans, que j'interviewe en compagnie de Corentin, son fils de 20 ans, qui m'a proposé d'offrir entre guillemets cet épisode pour l'anniversaire de son père. À trois, on passe en revue plein de choses et surtout, Corentin pose des questions qu'il n'a jamais vraiment eu l'occasion de poser à son daron. J'espère que l'épisode vous intéressera. Venez me dire dans les commentaires de l'épisode sur YouTube ce que vous en avez pensé. Je vous mets le lien dans les notes du podcast. Ce podcast lui-même est propulsé par Rocky, R-O-C-K-I-E. C'est le magazine pour accompagner les femmes et aussi les hommes qui le souhaitent dans leur vie d'adulte. Vous pouvez vous abonner à notre newsletter sur www.rockymag.com, ROCKIEMAG.com pour ne manquer aucun nouvel épisode. Et bien sûr, vous le savez, si vous aimez Histoire de Daron, je vous invite à vous abonner à ce podcast, à lui mettre une bonne note sur vos applis de podcast préférés, Apple Podcast sur iPhone ou Podcast Addict sur Android, mais aussi sur Deezer, Spotify, SoundCloud, YouTube et maintenant sur Audible. Vous pourrez retrouver tous les liens dans les notes du podcast. Merci d'avance pour tous vos commentaires, vos bonnes notes, vos bonnes vibes et je vous laisse en compagnie de Benoît et de Corentin. Et alors on est dans un épisode un peu spécial puisqu'on est avec Corentin. Salut Corentin. Bonjour. Corentin, t'as 20 ans, c'est ça ? Ouais. Et on est avec Benoît. Bonjour. Benoît, t'as 50 ans. Exactement. Et donc normalement, en vrai, dans un épisode normal d'Histoire de Daron, Benoît, toi et moi, on serait en train de parler. Mais là, Corentin m'a envoyé un mail cet été, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Pour me dire, est-ce que je pourrais venir avec mon père et lui offrir... Alors, tu voulais carrément faire un cadeau, c'est ça, à la base ? Ouais, un peu ça l'idée. Parce que moi, j'ai eu 20 ans cette année. Lui, il en a eu 50 cette année. Oh là là. Voilà. Et c'est un peu l'occasion d'en parler. Quand j'ai eu 20 ans, je me suis mis à me poser pas mal de questions, à mettre en parallèle quand j'avais 10 ans, en CM1, là tout de suite, en troisième année d'études, et dans 10 ans. Et dans 10 ans, pour se projeter, le meilleur que le modèle que j'ai, c'est toi. C'est toi, papa. Ou à 30 ans, t'étais marié avec un enfant, une maison. Donc ça m'a fait un peu peur et ça m'a fait poser pas mal de questions. Donc, je connaissais déjà l'histoire de Daron depuis Bruce Ben Amran. Ok, ouais, donc quasiment le début, quoi. Ouais. Et du coup, je me suis dit que ça serait l'occasion de venir en parler parce qu'à la maison, je trouve qu'on parle pas beaucoup. Voilà. Et donc, il m'a carrément envoyé un mail en me disant « Je veux lui offrir ça comme cadeau. Est-ce que je peux venir le 1er août et que ce serait son anniversaire ?» Mec, je suis en vacances. Donc, c'est cool. Nous, on n'était pas encore en vacances, mais effectivement, ça aurait été... ça aurait pu être surprenant. Effectivement. Ça aurait été trop marrant qu'il t'amène là comme exactement. Surprise. Avant d'aller plus loin, un rapide petit disclaimer, c'est un épisode spécial, c'est un pilote que je suis en train de faire. Je sais qu'il y a pas mal d'enfants qui m'envoient des mails très régulièrement pour me dire « Mon père serait génial et je voudrais faire un épisode avec lui, etc. » Alors, c'est pas le concept, hein. Moi, je veux vraiment être en tête-à-tête avec des darons de base. Je trouvais que l'idée était intéressante et pourquoi pas, ça pourrait être une extension. Mais s'il vous plaît, commencez pas à m'envoyer 150 mails pour me dire mon père, je veux faire un épisode spécial. On va voir déjà comment ça se passe avec celui-là et puis on verra si on en fait d'autres par la suite, mais l'objectif n'est pas forcément de transformer Histoire d'un daron en histoire de père et fils, quoi, ou de père et fille. Voilà pour le premier truc. Corentin, toi t'as préparé aussi quelques questions, donc n'hésite pas à venir à intervenir, à prendre ma place, hein. Je te la cède avec grand plaisir si tu as des questions à poser à Benoît. Mais avant de démarrer tout ça, et encore une fois, n'hésite pas à venir, Corentin, me couper. Comment ça s'est passé, Benoît, dans ta vie, l'envie d'enfant ? Ça s'est fait naturellement, je dirais que en chacun d'entre nous, c'est dans la continuité pure, quoi. Donc, se marier, avoir des enfants, les élever, mourir. Et puis, c'est un peu ça. Mais bon, l'idée, non, j'avais pas j'ai envie d'avoir absolument un enfant, ou j'ai pas envie d'en avoir, ou j'ai pas envie d'en avoir. Ça s'est fait un petit peu naturellement. Oui, j'avais envie d'avoir des enfants parce que je pense que tout être humain a envie d'avoir des enfants et puis de pouvoir les voir évoluer et puis faire mieux que nous aussi. C'est un petit peu, enfin, je peux dire que c'est ça la finalité, mais l'idée c'est de dire j'ai réussi à faire peut-être mieux que mon père. Est-ce que, moi, il faut que je donne la chance à mes enfants pour pouvoir être encore meilleur que moi, d'avoir une meilleure vie, d'être des êtres meilleurs. Et puis je pense que c'est plutôt dans cet état d'esprit là
D'accord. Tu as rencontré ta femme, ou en tout cas la maman de Ouais, de tout tes à enfants. fait. Alors, Quand Ça, je connais. ça tu connais. Assez bêtement, je dirais. Hein, alors, moi, je suis originaire du Nord. Hein, et puis, mes parents, pour des questions économiques, sont partis en Normandie pour du travail. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas trop l'accent du coin. Mais je suis du Nord. Et donc, j'ai fait tous mes études là-bas. Et puis, arrivé au moment de l'armée, j'ai été incorporé à la base aérienne de Cambrai. Et puis, j'avais encore une partie de ma famille qui était sur place, et puis des amis de mes parents. Donc, comme j'étais sur Cambrai, donc de temps en temps, j'allais passer les week-ends chez oncle et tante. Et puis, en allant chez les amis de mes parents, j'ai leur fille qui est un petit peu plus jeune, qui a l'âge de ma soeur, qui est 5 ans plus jeune que moi. Et qui fait on va aller faire la fête avec des copains et des copines, tu veux venir avec nous, enfin. Et puis j'ai rencontré ma future femme comme ça, très bêtement d'ailleurs, hein. Et puis ça s'est fait, je dirais, un petit peu naturellement. Donc c'est la fille des amis de tes parents? Non, en fait. non, c'est pas. non. C'est une copine de D'accord, la ok. fille des amis de mes parents. Voilà. Il y a l'anecdote de la moustache aussi. Ah oui, ouais, c'est vrai qu'à l'époque j'avais une moustache. C'était la mode, hein. Ouais, je sais pas si c'était la mode, mais bon, mon père avait une moustache, j'ai une moustache. Voilà, enfin, j'en avais une en tout cas. Et puis effectivement, ma future femme m'a dit, t'as l'air d'être génial, mais ce qui me gêne en toi, c'est la moustache. Ah bah, ok. Voilà, bon, au moins ça a le mérite d'être dit. Et puis effectivement, une semaine après, j'avais plus de moustache. Voilà. Donc c'était un signe à mon coureur. Il dit tiens, pourquoi pas, allez on y va. Ah bah, cool. On se rase. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est... ça, pour le coup, on le sait tous les trois, avec Thibaut et Clara. Oui, parce qu'en fait, on l'a pas précisé, mais t'as 2 frères et sœurs. Ouais. Thibaut qui va avoir 18, et Clara qui est en 3e, je sais plus. Elle va avoir 14 Elle ans. va avoir 14 ans. Donc ça va, on le sait pour le coup. Mais moi, je voulais te demander, c'est si tu pouvais parler un peu des relations que tu as eues avant maman, pardon. Parce que j'imagine que maman, c'était pas la première personne que tu as côtoyée. Alors effectivement, j'ai pas eu tout un tas d'expériences avant maman, hein, mais effectivement, je suis sorti avec 2 filles où c'était un petit peu plus sérieux qu'avec les autres. Et puis ça, voilà, ça. Les faits ont fait que on était plus jeunes, et puis à un moment donné, on choisit des parcours de vie différents. Donc on se sépare. Et puis voilà quoi. Parce qu'à l'armée, t'étais jeune en fait. J'avais 20 ans effectivement, parce que j'étais au bout du bout à l'époque. Et puis ça m'a juste permis, ça m'a juste laissé le temps de passer mon BTS. Et puis 3 mois après, j'étais incorporé. Donc et puis effectivement, tu t'auras jamais connu toi. Voilà, exactement. Non, ça me dérange pas d'ailleurs. Le service militaire. Ouais. Moi, j'étais le dernier. Je suis passé entre les gouttes. Vraiment, j'étais. Ouais, c'est vrai. Voilà, vraiment la dernière génération, quoi. Tu vois. Donc. Bon, moi j'ai fait quand même 2 ans, hein, donc j'en voulais un petit peu quand même. Bah oui, j'imagine. Mais effectivement, après il y a des parcours qui font que, il y a des événements de la vie qui font qu'à un moment donné, on est bien avec les gens et puis après on n'est plus bien, ou on se sépare parce que on n'est plus en accord, ou parce que quand on est jeune, on a aussi des objectifs différents et puis voilà. Pourquoi tu posais cette question, Corentin ? Parce que je sais qu'il a eu des relations avant, mais j'en savais rien. Après, de combien, comment, quoi. Et aussi parce que ça m'intéresse, parce que genre à chaque fois, je fais le parallèle avec ma situation à moi actuellement. Actuellement, je suis avec quelqu'un avec qui je m'entends très bien. On va bientôt fêter nos 1 an, tout ça, etc. Et je sais que je vois les gens autour de moi qui sont en couple aussi, que ça peut ne pas se passer bien. Et il y a un truc avec le fait d'imaginer que ses parents ont toujours été à 2, pour ceux qui ont la chance d'avoir leurs parents pas divorcés, mais qui ont toujours été à 2, qui sont toujours à 2, etc. Et c'est pas forcément le cas en fait. Et du coup, effectivement. Démystifier. Ouais, voilà. Rares sont les gens, effectivement, qui sont toujours avec leur amour de jeunesse. Il y en a, ça existe. Mais moi, j'ai rencontré ma femme, on avait 15 et 17. Ah oui, effectivement. Voilà, on est toujours ensemble. Bah voilà, c'est bien. Mais après,
après, quand on a la possibilité de le faire, c'est génial. Je pense que c'est génial, effectivement. Mais il faut, effectivement, les deux voies existent. Voilà. Voilà. Et aussi, c'était aussi pour enchaîner avec une autre question. C'est du coup, grosso modo, la différence qui fait qu'avec maman, tu as voulu fonder une famille. Quelque chose que tu voulais, du coup, j'imagine pas trop faire avec les autres filles que tu as côtoyées avant. Je comprends la question, mais je dirais pas ça. Enfin, c'est pas c'est pas que je voulais pas continuer avec les autres femmes que j'avais rencontrées. Bon, déjà on était plus jeunes et puis après je pense que quand t'es jeune et t'es un peu fougueux, t'es un peu foufou, on part tout azimut. Et puis on se fait des plans sur la comète. On dit ouais, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux devenir quelqu'un, je veux devenir un autre. Il y a tout ça qui fait que il y a des moments donné où on est plutôt en fusion avec l'autre personne, puis après on n'est plus en fusion avec l'autre personne. Après, ce qui m'a, je sais pas, je pourrais pas l'expliquer facilement, le fait de dire tiens, c'est la bonne personne avec qui je veux passer le reste de ma vie. Je pense que ça se fait pas instantanément déjà, ça se fait au fil de l'eau, et puis après on bâtit notre histoire ensemble. Voilà, c'est pas chacun bâtit son histoire dans son coin, puis après on voit si ça match. C'est vraiment déjà on s'est pas marié tout de suite, parce qu'on s'est marié en 96 alors qu'on s'est rencontrés en 91. Donc ça nous a permis, pendant 5 ans, ça nous a permis de mûrir notre relation, je dirais. Et puis il y a ça, et puis il y a aussi le fait de dire, on se rejoint de temps en temps, on passe le week-end, et puis vivre tout le temps avec la même personne, 24 heures sur 24, entre guillemets, sauf pendant le temps où on travaille. Mais en fait, c'est ça, est-ce que j'ai envie à un moment donné de vivre avec cette personne-là ? Est-ce que j'ai envie de passer tout mon temps avec cette personne-là ? Est-ce que on est psychologiquement, comment on va dire ça, compatible ou intellectuellement compatible, au-delà de l'aspect physique. L'aspect physique est une chose, mais l'aspect moral et intellectuel en est une autre. Et je pense qu'à un moment donné, l'aspect intellectuel prend plus le pas que l'aspect physique de la relation. Okay. Et à un moment donné, on se dit effectivement, on partage beaucoup de choses, on partage un même état d'esprit, on partage une même vision. Même s'il y a des moments où on diverge, mais après on se recentre l'un l'autre en fonction des événements de la vie. Voilà. D'accord. T'as pas eu un déclic à un moment donné de te dire vraiment un moment qui t'a fait dire ok, en fait j'ai envie de. Alors pour moi, plus que de se marier, parce que finalement c'est un acte, c'est juste un papier. Ouais, le vrai engagement, c'est de faire des enfants avec quelqu'un. Ouais, tout à fait. Il n'y a pas un moment où tu t'es dit, ok, en fait, c'est maintenant, j'ai envie de faire des enfants avec cette femme. J'ai pas eu cette impression-là, en tout cas. Ça s'est fait au fil de l'eau, naturellement, et puis ça s'est bâti sur ces quelques années, et puis après, effectivement, l'aspect mariage, parce que nous, on considère catholique. Que c'est important. Non, au-delà de la religion catholique, mais mais au-delà de la religion, je trouvais que c'était important. Et puis à l'époque, c'était encore, dans les années 90, c'était encore assez, je veux dire, mal vu entre guillemets, ou de divorcer ou machin. Maintenant, c'est quand même un peu plus, ou de vivre hors mariage. Faire des enfants hors mariage. Voilà, tout à fait. Et puis je pense que c'est aussi une manière de dire à l'autre personne que on a envie de passer sa vie avec elle. Voilà. Et le fait de se marier, c'est juste un engagement qui te dit, ou qui envoie un signal fort à l'autre. Voilà. Est-ce que cette réponse te convient ? Ouais, elle est pas mal. Il y a plein de choses, elle est riche. Je la réécouterai, je pense. Mais c'est marrant en fait, ce besoin de faire un parallèle avec ton père, ça te vient vraiment des 20 ans, c'est ça ? Ouais, ça me vient pas mal des 20 ans. Genre c'est un peu le modèle. Genre, comment est-ce que je peux jauger, où est-ce que je pourrais en être dans 10 ans. D'accord. Ce modo. C'est vrai que c'est difficile.
Mais en fait, notre seul modèle à chacun, c'est notre père, parce qu'on a que ce modèle-là en visu. Et c'est vrai qu'après, il faut régler le curseur en fonction de ce qu'on a vécu avec son père, comment son père il a réagi avec nous. Ça, j'ai bien aimé quand il faisait ça, j'ai pas bien aimé quand il faisait ça. Et puis, est-ce qu'on est capable de, après, s'auto-censurer, entre guillemets, ou prendre du recul. Ou de prendre suffisamment de recul par rapport à ce qu'on a vécu en tant qu'enfant, et puis le retranscrire en tant que parent. Et ça, c'est vraiment très compliqué. Ça, c'est dur. Hein. Ouais, très difficile. Ouais. Et je pense que c'est un leitmotiv qu'on retrouve dans beaucoup de tes podcasts avec l'ensemble de tes invités. L'une de mes motivations d'Histoire de Daron, justement, c'était de montrer à... Alors, à la base, je pensais pas que ça montrerait aux enfants, parce que pour moi l'idée c'était de montrer aussi aux autres parents, et après je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'enfants comme toi en fait, qui ont, enfin des enfants, on est tous des enfants de quelqu'un quoi qu'il arrive, mais en tout cas comme on dit, des nullipares, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas encore d'enfants. Je pensais pas que ça intéresserait autant, et je me suis rendu compte qu'en fait c'était aussi une façon de venir regarder un petit peu ce qui pouvait se faire chez les autres parents, et que finalement on a assez peu de modèles de pères, en tout cas plus de mères, je pense, d'une manière générale. On met plutôt en avant les mamans que les papas, et puis les papas parlent pas. Parle moins. Même si on parle beaucoup à la maison je parle beaucoup avec les uns et avec les autres, hein. Mais c'est vrai qu'il y a des questions qu'on n'aborde pas facilement. On parle pas énormément ce type de questions, c'est comment vous êtes connu avant, après, pendant, pourquoi vous faites ça, pourquoi vous faites pas ça. C'est vrai ou alors quand on le fait, en général, c'est assez passionné, et puis en général ça se finit pas forcément bien. Oh oui. Tu voulais dire un truc, Corentin, non? Que oui, effectivement, j'ai l'impression qu'on parle pas énormément de sentiments, en tout cas, où on a un peu du mal à l'exprimer. Ça dépend un peu des familles, je pense, hein, tu vois, aussi. Sûrement. Dans le Nord, pas trop, hein, tu vois, il y a un côté un peu plus bourru, un peu besogneux, tu vois. C'est compliqué. C'est le froid. Sois pas dans le cliché, s'il te plaît. Surtout qu'il pleut aujourd'hui, donc. Non, mais il y a un truc où, à la maison, on est tous occupés, on a tous des trucs à faire tout le temps, et du coup, c'est compliqué de venir se poser, parler. Et en général, quand on le fait, c'est à table, devant le JT, et du coup, on se met à parler d'actualité, et on n'est pas d'accord. Ouais, et ça faille tasser. D'ailleurs, ça a le don d'exaspérer ma fille, qui le prend plus comme... Enfin, nous, on le prend comme une joute verbale. Oui. Et puis, même si on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Et puis, c'est tout, quoi. Ça peut arriver, c'est pas grave. Autant que je vais le déshériter, et puis qu'il va embaucher un tueur pour me zigouiller. J'ai pas l'argent, de toute façon. Mais, putain, il a dit qu'il n'avait pas l'argent. Mais c'est vrai que ça a le don d'exaspérer fortement ma fille, qui, elle, prend ça un peu plus au premier degré. À cœur, ouais. Et qui dit, ouais, ils sont toujours en train de se friter, ça va mal se terminer. Ouais, pourtant, on essaie de lui expliquer que genre, un débat peut être un peu musclé, mais sain quand même. Ou qu'elle avait commencé à s'intéresser à l'actualité, à la compréhension du monde, et j'ai l'impression qu'elle a tout stoppé, tout arrêté. À cause de vous. À cause de nous, peut-être. Ouais, peut-être. Enfin, bref. Du coup, il y a des choses sur lesquelles on ne parle pas énormément, et c'est pour ça aussi que c'est sympa de venir ici. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut parler de la première grossesse, donc de l'arrivée de cette personne? Ouais. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé il y a longtemps déjà, putain. Il y a un petit peu plus de 20 ans maintenant. Ouais. Et puis, on n'a pas eu de grosses difficultés à avoir notre premier enfant. Dès l'instant, on a dit, allez, on y va, on se pose pas de questions. Et puis, ça a pris un petit peu de temps, parce que peut-être que l'effet pilule a arrêté. Ma femme a peut-être eu un petit peu plus de latence avant de pouvoir... Maman prenait la pilule. Je savais pas ça. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Belle invention, tu sais, la pilule contraceptive. Tout à fait, ouais. Les parents ne prennent pas de contraception, voyons. Non, tu veux dire que les parents ne font pas l'amour. Non plus, ils n'ont pas de vie sexuelle. Non plus. Oh mon Dieu. Même pour procréer, c'est compliqué de s'imaginer. Voilà, c'est ça. Et puis, un week-end où... C'était un week-end de Pentecôte, je crois. Et puis, on est passé quelques jours en Normandie, et puis on est allé au... Quimper. Non, on est allé au Mont-Saint-Michel. Ah. Voilà. Et puis, donc, on était à deux, on s'est baladé, on a fait... En plus, c'était génial, il y avait aussi des trucs la nuit. Donc, on la visite de l'abbaye la nuit avec plein de trucs. Vraiment. Et puis...
pendant ce week-end-là, au Mont-Saint-Michel, il y a une petite chapelle là, où ils font les messes assez régulièrement. Et puis, ils disent, allez hop, je vais mettre 2 euros enfin, c'était pas des euros encore, c'était encore des francs à l'époque. J'ai dû mettre 10 francs et puis j'ai mis une bougie devant le Saint-Michel. Et puis, voilà, je fais une petite prière pour dire, allez, tu nous aides un petit coup là parce que j'aimerais bien avoir un enfant. Okay. Voilà. Et puis je pense que c'est ce week-end-là qui a tout déclenché. Voilà. Ah ouais ? Ouais. D'accord. Okay. Moi je pensais que c'était Quimper. Pas tout à fait, parce qu'il est né au mois d'avril, donc c'était quasiment un an avant, quoi. Mais bon, ça s'est fait un peu de temps après. Ou c'était au mois de septembre, je sais plus. Enfin, je savais qu'il y avait c'était celle-là, quoi. Enfin, l'idée. La petite histoire, c'est celle-là. Tu peux remercier Saint-Michel, voilà. Mon vieux. Oui, mais moi je pensais que c'était Quimper, l'histoire. La même histoire, mais avec la cathédrale Quimper, de Quimper. On y est allé avec toi, d'ailleurs. Hein. Ok. Et puis pourquoi Corentin ? Corentin parce que c'est un nom qui nous plaisait bien et puis voilà. J'ai pas la même version. Pour moi, alors effectivement c'est pas le premier choix. Pour moi c'était Saint-Corentin parce que c'est l'évêque de Quimper et que le siège était à Quimper. Voilà. Là on l'a su, enfin on l'a découvert un peu après, effectivement. Alors effectivement on a pour les trois, pour Corentin, Thibaut et Clara. Je pense qu'on a voulu choisir un prénom avec plein d'énergie. Et effectivement, on avait acheté un bouquin des prénoms avec tout un tas de plus personne ne fait paramètres. Ça. Les gens vont sur Internet. C'est fou. Les gens vont sur Internet, mais les bouquins cartonnent toujours. C'est vrai. Bon, après, il y a 20 ans, Internet n'était pas aussi développé que maintenant. Non, mais il faut le dire. Il n'y avait aussi, pas un 36-15 prénoms, un truc comme ça. Non, 36-15 prénoms, il y avait peut-être. C'est possible. Donc voilà, on a beaucoup cogité pour choisir les prénoms de nos enfants, effectivement. C'est un peu un mythe qui s'effondre là. Et voilà. Donc Corentin, non, c'est pas parce qu'on était à Quimper et qu'on a dit Saint-Corentin, un patron machin, qui a fait un petit peu comme Jésus et qui, alors Saint-Corentin, Corentin qui était sur une île. De la péninsule de Bretagne et qui allait manger son poisson tous les jours dans un espèce de bac, puis donc il le mangeait, il n'y avait plus de poisson, puis le lendemain quand il revenait, il y avait toujours un poisson, donc c'était ça le miracle de Saint-Corentin. Mais c'est pas effectivement ça qui nous a décidé ou si on l'avait fait, c'était avec de l'argent. Comme ça, tous les jours, t'avais un peu pécunier quand même tout ça, hein. Non, mais... Comment ça s'est passé à la grossesse de ton côté ? Moi, de mon côté, alors, les 2 premières grossesses sont, de mon côté, super bien passées. J'étais super heureux. C'est pas toi qui avais le bébé. Alors, effectivement, c'est pas moi qui avais le bébé. Je voyais ma femme changer. Et puis, non, ce qui m'a le plus impressionné, c'est lui. C'est... ça, à un moment, sur la fin, j'ai cru franchement qu'il allait exploser le ventre de sa mère. Tellement il poussait avec ses pieds ou avec ses mains. Je pense que c'était avec ses pieds parce que ça poussait vraiment fort. Et puis, on s'amusait je m'amusais à tapoter le ventre de ma femme et puis hop, il poussait avec son pied comme ça. Mais il poussait fort, quoi. Ça déformait très fortement. A toujours été impressionné par là, mais il a toujours été assez tonique physiquement. Qu'est-ce qui m'a fait monter sur un tatami aussi? Sur un quoi? Un tatami. Ah, un tatami. Ah oui, mais bon. C'est plus tard, ça. Oui. Longtemps. C'était peut-être pour te canaliser. Ouais, un petit peu. Parce que c'était limite hyperactif quand même. Mais après, moi, je l'ai bien vécu. Enfin, je l'ai bien vécu. Ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de soucis. Ma femme se portait bien. Et puis, hormis ces petits épisodes de gesticulation interne. Mais sinon, ça s'est très bien passé. Et puis, derrière, au niveau de... L'accouchement, ça s'est fait naturellement, mais ça a pris un petit peu de temps quand même. Donc on est allé 1 fois, 2 fois, 3 fois à l'hôpital. Et donc ils mettaient des produits, ils mettaient tous les systèmes pour écouter si au niveau cardiaque, machin, ça se passait bien. Et puis, revenez demain. Et bon, c'est bon, quoi. Et puis... Sors, vite. Et puis ma femme, elle n'avait pas encore préparé d'affaires, tout ça. 1 fois, 2 fois, je dis, il faudrait peut-être préparer. Puis effectivement, elle a préparé ses affaires. Et puis le soir, on se couche. Puis elle me dit, tu sais, je pense que ça va pas te tarder.
Et puis effectivement, je sais pas quelle heure il était, 1-2 heures du matin, elle me réveille, il dit il faut qu'on y aille. Ah ouais, t'as la tête dans le sac. Et puis là, tu te poses pas de questions, là, et puis tu fonces. T'évites d'avoir des accidents quand même. Mais effectivement, on se précipitait, mais on s'est mis en route, et puis on est arrivé là-bas, et puis elle dit ah ouais, effectivement, c'est le moment. Bon, le travail commençait, et puis le col commençait à se dilater tout doucement. Donc on est allé dans la salle de pré-travail, et puis elle était avec des trucs. Moi j'étais complètement explosé, je dormais sur le canapé. Oh là là. Enfin, un canapé, espèce de truc vraiment où t'as pas envie de t'asseoir déjà. Et puis voilà, et puis le travail s'est mis en route, et puis ça a été assez rapide. On est arrivé là avec 2-3 heures, et toi tu es né, il était entre le matin, autour de 7h30. Ouais, voilà. Donc. Après, c'est dans la... Tu t'en rappelles? C'était dans la salle de travail. Et dans la salle de travail, là c'est compliqué pour le papa, je trouve, parce que on est là, mais on se sent inutile. Et puis, je repensais à des cousins, des cousines de ma femme qui disent ah ouais, j'ai filmé machin. J'ai dit oh non, je veux pas filmer ça, c'est horrible tout. C'est pas beau quoi. Donc je me suis mis du côté de mon épouse pour les mecs qui filmaient carrément. Ah ouais, il y en a qui filment. Et caméscope avec la cassette et tout, hein. C'était pas le smartphone. Ouais, il fallait ramener le matos. Ouais. Et alors là, elle m'a arraché la main. Et je pensais qu'elle allait m'arracher le bras. C'est vrai que là, c'était un peu compliqué parce que on peut rien faire en fait. Et c'est très difficile à vivre. Parce qu'on se dit, et je pense que t'as beaucoup de papas qui te l'ont dit aussi, parce que je l'ai aussi entendu. Et c'est difficile à vivre psychologiquement. Parce qu'on voit sa femme souffrir, parce que c'est pas anodin quand même d'accoucher. Et en plus, elle voulait faire ça naturellement, sans pas de produits, sans péridurale. Bon, après, elle a changé d'avis. Mais effectivement, pour sa première grossesse, elle dit non, pas de péridurale, rien, nature. Pas... Et puis, elle poussait. Elle a eu du mal quand même. Et donc, je lui tenais la main, elle m'a arraché la main à chaque fois que ça poussait. Et puis, tu es là, puis tu veux prendre de sa souffrance, tu veux lui donner de l'énergie. Et c'est très compliqué. Et quand on y repense, ça m'émeut. Ça a l'air de t'émouvoir, ouais. Et c'est vrai que c'est difficile à vivre dans ce sens-là. Après, quand on voit naître le bébé, là on est soulagé parce que il va bien déjà, la maman va bien, tout se passe bien. Et puis là, on peut souffler. Mais c'est vrai que cette étape d'expulsion, elle est très compliquée à vivre pour le papa. Là, je suis d'accord avec toi. C'est un truc, ça m'a marqué à vie aussi. Hein, c'est pareil. Hein. Je comprends, je sens que t'as les larmes qui montent. Je suis le seul à pas comprendre du coup actuellement. T'inquiète. Ça viendra ou pas. Mais c'est un moment. En fait, moi, c'est la première fois que j'ai découvert un truc bizarre qui est la souffrance par procuration. C'est-à-dire que tu peux pas faire, comme dit ton père, tu peux rien faire d'autre que juste être là. Et en fait, tu sers à rien. C'est-à-dire que c'est là que je pense aussi en tant que mec, tu te rends compte que tu sers à rien d'un pur point de vue de la survie de l'humanité. T'es là. Le parasite. T'as mis la graine. Le parasite, c'est exactement ça. Oui, c'est Dirty Biology qui en parle. Le parasite. L'homme est un parasite. Il se sert de la femme pour transmettre ses gènes et lui il fait rien. Oui. Alors c'est vrai d'un pur point de vue biologique si tu veux, mais après d'un point de vue humain, du coup c'est notre paire de manches. Ouais, tout à fait. Ça doit effectivement, ça a l'air de faire mal moralement, du coup. Bah oui, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire, imagine que t'as ta copine que t'aimes, tu vois, et en fait elle est à côté de toi, elle est en train de souffrir, et en fait elle est en train, en plus de donner naissance à le fruit de votre amour. Et toi, t'es là et tu peux rien faire d'autre que tu sais pas, comme si tu pouvais faire des pompes ou c'est ça. Ou je sais pas, pédaler sur un vélo. On peut pas. Tu peux rien faire d'autre que de juste faire
désolé, je suis là et je ne sers à rien. Voilà. Allez, vas-y. Oui, j'avoue. Vas-y, je t'encourage. C'est compliqué. Oui. Mais on est sur le banc. Après, avec l'expérience, le deuxième, le troisième enfant, on le vit un petit peu différemment, parce qu'on a déjà vécu une fois. Donc on sait qu'on sait rien. Et puis après, on s'y habitue pas, mais, Ouais, je suis d'accord. mais après, le deuxième enfant, c'est un peu plus facile à vivre. Voilà. Même si, alors ton frère, lui, n'en parle. Enfin, non, si on va en parler. Il y a l'air d'avoir des choses à dire. Non, il n'y a pas. Alors, Thibaut, lui, c'est j'y vais pas, j'y vais pas. Et je pense que c'est la grande histoire de sa vie. Parce que même encore maintenant, c'est j'y vais pas. Voilà. Il est un peu hésitant. Alors, il n'est pas hésitant, mais dès qu'il a pris sa décision, il y va. Ok. Mais l'avant, très, très long à mûrir, je pense. C'est un champion du monde de changer de plan. En plus, ouais. Je vais faire ça. En cours de route. Et puis, bah non, tout compte, on va faire autre chose. Et puis après, effectivement, il navigue. Après, ça lui sert beaucoup parce qu'il sait bien naviguer. Et puis, ça peut être aussi, des fois, une qualité dans la relation humaine. Tu veux dire En fonction de savoir évoluer, en fonction des besoins des uns et des autres, ou en fonction des humeurs des uns et des autres. Et il arrive très bien à faire ça. Ok. Oui. Corentin, il est plus brut. C'est on-off. Thibaut, c'est plus... c'est plus... je vais pas dire serpent de mer, parce que c'est pas un serpent de mer, mais il est plus à naviguer et à savoir naviguer plus facilement. Dans sa position de deuxième, t'as peut-être pas trop le choix non plus. Si t'as un premier qui est du style à foncer, si tu veux, tu peux pas faire autrement. Ils ont chacun un caractère assez trempé quand même. Je dis pas qu'il a pas de caractère, mais t'es obligé de t'adapter aussi. Peut-être un peu plus. Et puis Clara, elle, ça a été super rapide. Clara, de toute façon, ma femme, elle était malade, elle avait de la fièvre. De toute façon, ils sont tous nés un vendredi. Je sais pas pourquoi. Ok. Tous un vendredi. Les étoiles étaient alignées. Et puis, ma femme était malade. Et puis, on avait rendez-vous chez le gynéco. Et puis, le gynéco dit vous filez tout de suite à l'hôpital. Ils l'ont gardé. J'ai eu à peine le temps de me coucher. J'avais foutu le téléphone à côté de moi. 2 heures après, ils m'ont appelé. Et puis, j'ai juste eu le temps de venir quasiment, quoi. Et ça a été super vite. Ok. Voilà. T'avais des questions à poser par rapport à cet épisode Bah oui, je voulais savoir ce qui change entre première, deuxième, troisième naissance. Du coup, on en a parlé. Et j'imagine qu'après, dans les premiers mois, les premières années, il y a aussi des choses qui changent. C'est vrai que comme on n'est pas formé, et on le dit souvent, c'est qu'on n'est pas formé à être parent, et puis on le découvre, et puis on va piocher des infos chez nos parents. Voilà. Et puis toujours. aussi, il y a les sages-femmes, il y a tout le personnel médical qui est là, et puis qui nous aide. Voilà, moi, j'ai la chance d'être marié avec une infirmière, donc elle a vu tout ça en cours, ça, donc... c'est déjà un petit peu plus facile, je dirais, qu'un qui découvre un peu ça. Et après, non, ça s'est fait assez naturellement. Changer les couches, t'habiller, te faire prendre ton bain. Si, après, j'ai eu le droit à quelques cours quand même. Dire, voilà, il faut le tenir comme ça, il faut faire attention à comment tu le nettoies. Quelques surprises aussi, peut-être. Ah oui, les surprises, c'est... qu'est-ce qu'on va retrouver dans ta couche quand on va l'ouvrir ça, c'est déjà la première surprise. Bon, même si le nez nous indique un petit peu ce qui nous attend. Et puis, après, les petites surprises, c'est... on te change, et puis... on change l'enfant, et puis... il fait ses besoins tout propres. Aussi bien liquide que pas liquide. Et puis, je me sens affiché d'un coup. C'est toujours marrant, mais ça fait partie du jeu, quoi. C'est drôle. Puis les garçons, en plus, ils te pissent dessus. Ah ouais, complètement. Moi, les filles, elles se pissent sur elles, tu vois. Mais les mecs, ils te pissent dessus. Et puis des fois, ça te prévient pas. T'as pas le petit clignotant de attention, je vais faire pipi. Pouf, ça renvoie. Est-ce que vous avez déjà ouvert un tuyau sans le tenir? Ouais, c'est un peu ça. C'est tout à fait ça. Si, une fois, c'était avec toi, et on était chez mes parents, et puis mon père, il voulait absolument le changer. Il dit, vas-y, on va le changer ensemble si tu veux. Et je trouve que c'était même sympa. Et puis, j'ai explosé de rire, parce que lui,
Alors, je sais pas s'il m'a changé. J'ai jamais posé la question. Je sais pas s'il m'a changé. T'as pas fait d'épisode d'histoire de daron avec lui. Ouais, tout à fait. Comment dirais-je je suis un peu coupé, excuse-moi. Oui, et puis on le fait ensemble. Et puis lui, il n'avait pas l'habitude des couches modernes, bah oui. Avec tous les scratchs, les machins. Et puis il commence à poser le truc, et puis au lieu d'ouvrir et puis d'accrocher les scratchs, bah, il arrache tout. Et je sais pas ce qui lui est passé par la tête. Et j'étais mort de rire. Et je pense qu'on l'a filmé. On doit avoir un film. Et j'étais mort de rire. Et c'était marrant parce que de le voir faire, c'était déjà sympa, super. Et puis de le voir mal faire, c'était encore plus marrant. Mais tu vois, c'est des histoires comme ça. Je l'imagine bien râler énormément. Il râle beaucoup. Ah non, il avait plus été surpris qu'il a râlé. Mais c'est vrai que mon père, il est aussi soupolé, donc. C'est un père du Nord, tu sais. Ouais, exactement. Un vrai, lui. Un vrai, ouais. Je voulais savoir, genre, est-ce que c'est facile d'aimer un enfant qui vient de naître? Genre, on peut aimer les gens qu'on croise parce qu'ils sont intéressants, ils développent des choses, ou ses parents, etc., établir une relation. Mais genre, est-ce qu'on peut aimer quelque chose qu'on a attendu 9 mois, qui fait que brailler, qui est rose et tout chaud? Est-ce que tu l'aimes tout de suite, ou est-ce que la relation, elle prend du temps? Ça a l'air d'être, genre, dans mon esprit, c'est une relation un peu à sens unique aussi, dans le sens où le bébé renvoie rien, en tout cas quand il est petit. Après, en grandissant, il y a une relation qui s'établit, mais voilà. Est-ce que aimer un enfant, c'est quelque chose de naturel, ou est-ce que c'est... Et alors, s'il dit qu'en fait, il t'a détesté pendant les premiers mois, tu vas être dégoûté ou pas? Bah, en fait, moi-même, je n'aime pas les nourrissons. Ok. Donc, je préfère quand ils sont un peu plus âgés. Oui, c'est pas pareil que juste ton père qui te dit. Tu vois. Non, mais je m'attends à toutes les réponses, là. Ah, très bien. Ok. Alors, sois honnête, Benoît. Voilà. Non, je pense que c'est pas il naît et on l'aime, c'est qu'on t'aime déjà. C'est-à-dire que toute la phase de grossesse, c'est aussi une phase où on est avec toi. Même si nous, en tant que papa, on n'a pas grand-chose à faire. Mais si, de la manière dont on parle avec sa femme, de la manière dont on caresse le ventre, de la manière dont on te parlait. Je sais pas si tu t'en souviens, mais on te parlait. Donc je pense qu'il y a déjà tout cette post-naissance qui fait que on s'attend, on sait qu'on va avoir quelqu'un, mais qu'on sait qu'on l'aime déjà. Parce que on fait pas des enfants pour pas les aimer déjà. Oui. Et puis on fait des enfants pas pour notre plaisir à nous aussi. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je sais pas si je me fais comprendre, mais cette phase, c'est quand on dit je suis mûr pour éduquer un enfant, pour avoir un enfant, je sais que je vais déjà l'aimer. Okay. Et quelles que soient les difficultés qu'on pourrait rencontrer, on l'aime déjà. Voilà. En fait, c'est compliqué à comprendre tant que t'as pas eu d'enfant, je pense. J'imagine. Mais d'avoir ce truc qui sort du ventre de ta femme et qui vient se poser à un moment donné, qu'on pose en général sur elle, et que tu vois, et en fait tu le connais pas, c'est-à-dire que c'est un être inconnu, comme tu dis, tu vois, c'est quelqu'un que tu connais pas, et t'as un truc limite animal qui se déclenche à ce moment-là où t'es juste amoureux, enfin tout de suite, effectivement, en amour de cette personne, sans le connaître du tout. C'est très étrange. Hein. Ouais. Je sais pas comment tu l'as vécu toi, mais moi c'est un truc que je me dis, ah ok, c'est très bizarre. Cette personne, je l'aime au premier regard. C'est exactement ça. Et même si on le connaît pas, même si on sait pas comment il va évoluer, même si. Mais c'est tout à fait ça, exactement. C'est un nouveau truc que tu découvres. Le roi lion, tu brandis, voilà, c'est Mufasa qui brandit le petit, là, voilà, c'est tout à fait ça. C'est mon fils, c'est ma fille, c'est mon enfant, voilà. Ouais. Regardez-le bien, je l'aime. Ceci dit, après, les premiers mois sont souvent... Je pense que c'est ça aussi que tu veux dire, c'est-à-dire qu'au-delà de l'aspect juste découverte, et après, il y a... C'est Harold qui disait dans son épisode spécial, donc Harold qui est sage-femme dans un épisode, je sais plus quel numéro, pardon, mais qui raconte que la première année, les parents perdent en moyenne 180 nuits de sommeil, c'est-à-dire en gros la moitié de leur nuit de sommeil dégage.
Ouais. Et c'est compliqué, c'est-à-dire qu'un enfant qui dort pas, c'est un truc qui est compliqué, qui vient finir par t'affecter physiquement. Et ça peut aussi altérer l'idée que tu peux avoir, enfin en tout cas l'amour que tu peux avoir à ce moment-là pour cet enfant, quoi. Quand est-ce que je vais dormir? Est-ce qu'il va fermer sa bouche? Ouais, c'est un peu ça. Mais après, on a eu la chance de ne pas avoir trop de difficultés de ce point de vue-là. Mais je peux comprendre effectivement les parents. Un Carl Exomil. Pub. Mais je peux comprendre les parents qui le vivent mal parce qu'effectivement, le jour, ils bossent, la maman, elle a des choses à faire aussi. Et puis la nuit, ils s'en sortent pas parce que l'enfant, il est toujours en train de. Enfin, il confond jour-nuit. J'entends dans des discussions, quand on était plus jeune, d'être effaré, de dire moi, mon fils ou ma fille passe son temps à brailler, il est enfermé dans la salle de bain, ou il est à l'autre bout de la maison, parce que sinon je peux pas dormir. Alors après, ça peut être choquant et surprenant, mais après, effectivement, si on se met à la place de ces gens-là qui peuvent pas dormir, parce que si on ne dort pas, on devient fou. Et puis on sait pas de quoi on pourrait être capable, quoi. Hein. Et en se mettant à la place de ces gens-là, on peut peut-être comprendre effectivement. Lui, il était phénoménal, mais pas pour dormir. Je la raconterai après. Ok. Mais on peut comprendre. Nous, on a eu de la chance de pas avoir trop de difficultés de ce point de vue-là. Bon, après, il se réveillait tous les 3 heures, il a faim, il a envie d'être changé, c'est normal. Et puis, ça va. Et j'ai pris mon rôle de père plutôt à cœur. Et puis, on se partageait. Soit c'est tu prends le biberon de minuit, je prends le biberon de 3 heures, on inversait. Et puis, quand ma femme, elle travaillait pas, on arrivait à se débrouiller. Puis après, quand elle a repris le travail, là, en fonction de ses horaires, on essaie de se caler et puis de dire, là, je vais me lever un peu plus tôt, je vais prendre le relais, puis après, je pars travailler. Et puis, parce elle était postée. Moi, à l'époque, je travaillais posté aussi. Posté, tu veux dire Posté, donc je travaillais matin, après-midi. Alors moi, je travaillais dans l'industrie automobile. Okay. Et puis, mes premières années, j'étais chef d'équipe. Et puis, je suis le rythme de mon équipe. Donc matin, après-midi. Et après, je suis passé de jour. Et maman, elle a des horaires un peu... C'est un hôpital, du coup, elle change régulièrement d'horaire aussi. Donc on arrivait toujours à se débrouiller, à dire... en fonction des horaires des uns et des autres, on arrivait à se caler. Voilà. Donc pour la petite histoire que je voulais raconter, lui, il avait la fâcheuse manie, quand il était tout petit, dès l'instant où on rentrait dans un restaurant, au bout d'une demi-heure, il était infernal. Mais je ne regrette rien. Infernal. Au point où, des fois, on demandait vite l'addition et on ne prenait pas de dessert. Et puis il y a même une fois... où on était, c'était un soir et puis on était à l'hôtel, il y avait le restaurant et le restaurateur il nous avait même dit si vous voulez, il faisait pas forcément chaud, mais il dit si vous voulez on a une salle climatisée là-bas, vous pouvez pas mettre votre fils mettez-le. Il était tellement bruyant et puis on n'arrivait pas à le calmer, quoi. Il aimait parler les restaurants quand il était petit. C'était phénoménal. Depuis, quoi. ça va. Ouais, ça va un peu mieux maintenant, mais... tu poses cette question, Corentin, est-ce que tu as envie d'avoir des enfants, toi? Et ça te fait peur Ouais, j'ai envie d'avoir des enfants. Ça fait j'ai un truc avec les enfants. Alors, déjà, c'est très bizarre de dire qu'on aime les enfants quand on est un garçon. Ça passe tout de suite moyen. Ah bon? Je trouve, oui. Quand des fois je discute avec des gens et je dis moi j'aime les enfants, je veux en avoir, on a tout de suite un regard de genre, c'est pas un truc de mec, c'est un... Ah, il y a ça, où il y a... C'est pas un peu en train de changer dans ta génération? Oui, ouais. Mais il y a rapidement des allusions à la pédophilie. Ah oui, classique. Tu laisses pas faire. Ouais. Moi ça fait un bout de temps que j'aime bien les enfants, genre... ma mère, elle m'a forcé à passer le BAFA pour que je fasse quelque chose de mes étés. Ouais. Alors ça, franchement, je pensais pas qu'il allait y arriver. Donc c'est la meilleure expérience. J'avais vraiment pas envie de le faire. Ouais. Et puis dès le premier séjour, ça se fait en trois stages, 2 formations théoriques, un stage 3 et un deuxième c'est un pratique. Et puis ensuite, t'as ton diplôme, tu fais des colos, des centres de loisirs. Dès le premier stage, c'était génial. Déjà parce qu'il y a l'ambiance du stage en lui-même, mais après, quand on arrive en pratique, il y a un truc avec les enfants, on développe une relation qui est géniale. Donc,
j'avais pas envie, certainement par flemme de bosser. Et au final, j'adore ça. Donc voilà. D'ailleurs, petit tips pour les gens qui veulent passer leur BAFA, faites-le en internat, c'est beaucoup plus fun. Ah oui, oui, je suis d'accord avec toi. J'ai fait pareil moi aussi. Donc il y a un truc, et je sais pas, ça fait combien de temps que ça m'intéresse, grosso modo, d'avoir des enfants. Mais ouais, ça fait un moment. Et du coup, ça te fait un peu peur alors? C'est les premiers mois c'est ça qui te pose. Je me demandais pourquoi tu posais la question. Les premiers mois, c'est genre un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Genre, excellent trait. Voilà. Genre, je peux pas. C'est mon devoir j'ai choisi, j'ai pris un engagement, c'est mon devoir de m'en occuper. Genre, comment est-ce que je peux bien faire? C'est une partie avec laquelle j'ai du mal parce que moi, ça. Peut-être le BAFA, tout. Je suis intéressé par les enfants un peu plus grands où on peut développer une relation d'apprentissage, essayer de transmettre, etc., etc. Et j'ai un truc avec ça. Genre, j'ai envie de transmettre déjà. Genre, j'ai 20 piges, je suis là en mode. Je vais t'apprendre la vie. Je la connais pas, mais je vais te l'apprendre. Bon, ceci dit, effectivement, les premières années de la vie d'un être humain, c'est pas beaucoup d'échanges. Je prends, et puis, je donne. Si je donne, mais du caca, du pipi, voilà. Hein, non, ou du vomi. Après, t'as des premiers sourires. Si. Tu te raccroches à tout ce que ça, c'est super bien parce qu'effectivement, ça, c'est l'échange. C'est les premiers échanges que tu peux avoir avec ton enfant. Les premières bulles. C'est les premiers où là, blablabla, quand tu commences à essayer de s'exprimer, à essayer de se mettre debout, à prendre des choses, à toucher, et c'est là où t'es important aussi. C'est là que tu vas lui proposer différentes matières, c'est là que tu vas lui... il t'entend parler, donc naturellement, si mon père y parle, si on parle, c'est que je vais pouvoir parler aussi, donc naturellement, il va s'y mettre. Mais effectivement, c'est dans tous ces petits trucs il m'a grippé la main, il a essayé de... Est-ce qu'il n'y a pas de essayé de faire ça, il a essayé de faire des choses. Est-ce qu'il n'y a pas de la surinterprétation des fois? Ouais, peut-être, mais ça, on s'en fout, ça. Ça, c'est tous les parents qui font ça. Mais au pire, c'est pas grave, ça. Le principal, c'est de se faire plaisir. C'est que ce qu'il fait, ça te fasse plaisir. C'est pas du donnant-donnant, mais c'est d'avoir le plaisir de voir qu'il essaye de faire quelque chose. Et ça, c'est super important. Mais c'est vrai aussi après. Vous entendez dire « Oh, je vais pas y arriver. Oh, j'ai eu la flemme de le faire. » Tu parles de l'aspirateur, là. Et je ne parle pas que de l'aspirateur. Je ne vais pas y arriver. Je vais pas beaucoup ça, c'est un peu moyen. Et effectivement, vouloir essayer de faire des choses qui sont un petit peu différentes que ce que nous, on vous a appris ou que qu'on aimerait que vous fassiez, mais au moins, vous l'avez fait. Essayez, alors je dis toujours essayer, c'est renoncer. C'est quand je dis ouais, je vais essayer. Voilà. Maître Yoda. Dans l'état d'esprit, c'est j'essaye sans conviction. Voilà. Non, il faut y aller avec de la conviction et puis voir ce que ça donne. On se loupe. Tant qu'on met pas le feu à la maison, c'est pas grave. Fais-le ou ne le fais pas. Il n'y a pas d'essai. Je l'essaierai pas en anglais. Après, oui, c'est ça. C'est si tu veux le faire, fais-le. Ouais. Parce que essayer, tu vas le faire qu'à moitié, et puis ça va se louper. Puis quand on essaye, on dit si ça se loupe, j'arrête, et puis c'est tout. Tandis que si je veux vraiment que ça aboutit, je vais essayer une fois, et puis si ça marche, je vais essayer une deuxième fois, puis une troisième fois. Et puis, et même à 20 ans encore, quand nos enfants ont 20 ans, on leur rebâche toujours la même chose. Donc les papas ou les enfants qui nous écoutent, même à 20 ans, on répète toujours les mêmes choses à nos enfants. Ouais, c'est clair. Je voudrais rebondir sur un truc que tu as dit tout à l'heure où tu as dit j'ai pas envie de déconner si j'ai un enfant et en fait j'ai envie de faire le mieux. Enfin, en tout cas, tu as dit un truc du style, pas le mieux possible, mais tu as dit un truc du style faut que ce soit parfait. Et en fait, je pense que c'est un truc aussi qu'on a tendance à pas nous dire avant qu'on ait des enfants, c'est qu'en fait on va merder et que on va faire du mieux possible, c'est sûr, et de retirer un peu cette culpabilité là d'être un père ou d'être un parent parfait quoi qu'il arrive, et on est tous la somme des erreurs de nos parents, et en fait je trouve que c'est une bonne philosophie en tant que parent alors pas non plus pour te dédouaner, dire je m'en bats les couilles et c'est pas grave, mais juste pour te dire en fait je vais faire du mieux possible et puis il y a des trucs qui vont déconner sur lesquels je vais merder, et au final ton enfant s'adapte.
Je pense que c'est un truc, moi, on m'a jamais dit, et c'est quand tu le découvres, c'est vraiment chiant de le découvrir une fois que t'es sur le terrain. C'est vrai. Et que t'es dans le feu de l'action. Elle était où la formation? Et il n'y en a pas. Ouais. Bah non, il n'y en a pas. Mais Et puis on fait, on fait au feeling, quoi. Il y a ça d'un côté où, en grandissant, on se rend compte de ça. Il y a un travail d'espèce de démystification. Il y a toute une période où on prend conscience que nos parents sont des héros. Et puis ensuite, il faut tout démystifier. Où, ah bah non, ils ont des défauts. Ah bah non, ils se loupent. Ils ont une vie sexuelle. Ah non, toujours pas. C'est pas possible. Mais il y a toute une espèce de démystification. Mais ouais, du coup, c'est un paradoxe peut-être que j'ai entre démystifier mes parents et le fait que moi, je veux des enfants et je veux que ce soit bien. Bon, de toute façon, faire bien. Après, c'est la relation avec l'enfant et puis l'environnement et puis ta future épouse ou ta future compagne. Et ce que j'ai vécu moi avec ta mère et avec vous, tu le vivras pas de la même manière avec ta compagne et tes enfants. Donc, il y a... On n'aura pas de Minitel, 36-15 prénoms. On peut peut-être émuler. Mais il y a l'éducation moyenne, entre guillemets, quoi. Alors, il faut apprendre à dire bonjour, à dire merci, à être propre, et puis à pas tuer les gens qui nous entourent. Et, wow. Et ça c'est. Et puis après, il y a tous les petits détails qui font que chaque parent est différent de l'autre, et puis chaque enfant est différent de l'autre aussi. Mais il y a un truc quand t'es enfant où, genre, c'est une réplique de dispute. Quand j'aurai des enfants, moi je les disputerai pas, je trouve. Non, c'est vrai que alors, ça. Avec les garçons, j'étais plutôt sévère, presque militaire. Et puis au fil de l'eau, je me suis dit qu'effectivement, c'était peut-être pas le bon plan. Alors, il en a sûrement beaucoup plus souffert que son frère, psychologiquement. Physiquement aussi. Son frère, physiquement aussi. C'est ton le frère, chausson. Parce que, le chausson, putain. En plus, il était. Ouais, donc j'étais très rude. Ton père aussi t'a élevé un peu à la dure. Ouais. Dur, il m'a pas tabassé, quoi. On remet les choses à sa place. Oui. Mais effectivement, je me suis pris des roustes. Ouais. Il faut le dire comme ça. Où, des fois, c'était justifié, et puis des fois, c'était peut-être un peu moins justifié. Mais bon, je l'ai pris quand même. Donc, effectivement, et puis on repart un petit peu dans le modèle père. Et puis se dire, mon père, effectivement... j'ai beaucoup d'admiration pour mon père parce qu'il fait plein de trucs. Maintenant, il en fait moins parce qu'il a 70 ans, il commence à être pas mal malade. Il taille des cailloux. Mais il a fait plein de trucs. Il était tailleur de pierre, et puis il avait une grosse passion pour la musique. Il était directeur, même s'il n'avait pas fait le conservatoire, mais il était directeur d'une petite fanfare qui avait déjà une renommée assez importante localement. Tambour major. Donc ça, c'est pour ça je l'admire, parce qu'il a vraiment dit ça c'est mon truc, et puis j'y vais à fond, y aller à fond. Et, tu vois, ça vient de là. Peut-être trop à fond d'ailleurs, des fois. Mais t'as fait et puis d'un autre côté, effectivement, c'était comme il était très soupolé, des fois, on comprenait pas trop ses prises de position et puis ses réactions, et puis même encore maintenant. Et des fois, je me suis pris des trucs où, effectivement, je ne le méritais peut-être pas. C'était un peu gratuit, quoi. Ouais, des fois, ouais, tout à fait. Donc, et puis là, tu te dis, quand tu grandis, il faut pas que je sois comme ça. Et puis, je sais pas si c'est inné ou si c'est dans nos gènes. Et puis, tu commences à devenir comme ça. Je pense pas que ce soit dans des gènes, on réplique simplement le truc qu'on a vécu de façon un peu naturelle. Et puis on le voit, dans l'histoire très dure de pères qui battaient, où les enfants en général, malheureusement, prennent le même chemin que leurs parents, ou que leur père en tout cas. Et effectivement, à un moment donné, je me suis dit, là, ça va peut-être un peu trop loin, il faut peut-être que je me ressente, il faut peut-être que je fasse différemment. Effectivement, la naissance de ma fille m'a peut-être aussi aidé un peu à changer. Ah, pourquoi ? Parce que tu... Je sais pas si c'est le fait de la naissance,
Est-ce que c'est la naissance? Est-ce que c'est ma fille? Est-ce que c'est... Enfin, il y a eu tout un tas de trucs autour de la naissance de Clara. Alors, si elle écoute cet épisode, Clara, il ne faut pas que tu prennes ça au premier degré, s'il te plaît. Hein, mais j'ai eu... On s'était mis d'accord. Dans nos discussions avec mon épouse, on était dit, 2 enfants, 3 enfants, c'est bien, 3 enfants, c'est bien. Et puis, donc on a eu Corentin et Thibaut, et puis 3-4 ans après, donc lui il avait 6 ans, Thibaut il avait 4 ans, donc ils sont autonomes, ils se débrouillent, ils s'habillent tout seuls, mais ça commence à être vachement intéressant justement, parce que c'est l'âge où on peut faire beaucoup plus de choses avec ses enfants. On peut jouer au foot, on peut les emmener au sport, on peut... les fameux emmener au sport. On peut bricoler, on peut faire plein de trucs. Et puis, la naissance de Clara, de mon point de vue, a cassé un petit peu cette dynamique. Et puis, je me suis senti un petit peu pris au piège. De revenir dans les couches, dans les couches, dans la contrainte, Et j'ai eu beaucoup de mal à... Je te comprends tellement. C'est-à-dire que vraiment, c'est la raison pour laquelle on n'a jamais fait de 3e, quoi. C'est l'idée de se dire... faut revenir à cet enfant en bas âge où, moi, à titre perso, j'ai pas très bien vécu les 2-3 premières années où vraiment t'as très peu d'échanges, quoi. Donc je comprends vraiment. C'est un cercle vicieux. Genre, nous, on a que 1 an et demi d'écart avec Thibaut, à peu près. Ouais. Et plus t'attends, plus il y a d'écart entre le 2e et le 3e, du coup. Donc, plus les grands se développent et plus tu vas revenir aux couches. Ouais, c'est ça. Alors que t'es déjà pris à emmener tout le monde le mercredi après-midi faire son sport. Voilà, c'est ça. Puis ça veut pas dire que t'aimes pas ta fille, non, parce que du quand tout, tu dis bien au contraire. Écoute, prends pas au premier degré. Donc Clara, c'est la meilleure. Donc j'ai eu même si j'ai bien vécu la grossesse, mais c'est ce fait de revenir en arrière, complètement en arrière, et puis de plus avoir cette liberté de pouvoir faire ce qu'on veut entre guillemets, quoi, mais de ne pas être obligé d'être tous les 3 heures à se lever, de changer les couches, de faire attention, donc c'était un petit peu compliqué. Et donc tu disais que la naissance de Clara t'avait changé dans et là, ton alors rapport je sais pas si c'est le fait fils. d'avoir il y a eu cet épisode un petit peu de dépression paternelle, on va dire, où j'ai eu un petit peu de mal à me remettre dans le rythme. Et, Puis t'avais quel âge? 37? C'est ça, ouais. C'est plus la même qu'à 30 balais, quoi. Ouais, tout à fait. Même si à 30 balais, on peut déjà se dire que ça peut déjà être... Enfin, même si là, c'est de plus en plus fréquent, mais il y a 20 ans, c'était pas si fréquent que ça, quoi. Les gens, en moyenne, ils savaient leurs enfants, ou leur premier enfant, aux alentours de 25 ans, quoi. Bon, là, maintenant, la moyenne, c'est plutôt aux alentours de 30, effectivement. Oui, c'est ça, 29 en France. Et donc, et puis après, alors je sais pas si c'est le fait d'avoir la fille, et ce que c'est le fait d'avoir 3 enfants à manager. Ouais, des fois, c'est à manager, effectivement, à s'occuper. Et entre la petite, tu es en train de changer les couches, puis tu vois les 2 gants qui sont en train de se bastonner derrière toi, et puis tu peux pas les voir parce que là, elle est dans le bain, donc tu peux pas la quitter des yeux, ou elle est sur la table d'allonger, et si tu te barres, elle va se casser la gueule. Il faut faire vite avant qu'il y en ait un qui finisse. Voilà, c'est ça. Donc, il rigole comme un couillon. mais c'est ça. Et après, c'est... et puis après, tu te dis qu'effectivement, à un moment donné, tu peux pas continuer à être, je vais pas dire violent, mais à être rude. Voilà, à être rude. Et puis, il faut changer d'état d'esprit. Donc c'est ta fille, tu penses, qui t'a un peu... Je pense aussi, ouais. Ça, et puis le fait qu'après, ils aient fait tout leur cursus... religieux, donc leurs 4 ans de... Je suis actuellement non-croyant. De baptême, ils ont été baptisés, mais leur catéchisme, et puis après, Thibaut comme Corentin, ils ont fait une année supplémentaire, avec confirmation. Une confirmation aussi, avant de tout lâcher. Et puis ça, franchement, là, ça m'a permis d'aller encore au-delà, encore plus qu'à la naissance de ma fille. Tu veux dire à titre personnel? Ouais, à titre personnel, prendre plus de recul, prendre plus de... Dans ton rapport à ta foi, c'est ça? Aussi, Okay. Ouais, tout à fait. Et
Je suis pas un croyant, je vais pas à la messe tous les dimanches. Quand tu vas, tu ramènes ta basse, tu joues là-bas. Mais ouais, je suis musicien, donc en général je joue. Classe. Et puis mon rapport à ça, c'était, je pense que ça m'a appris déjà à demander pardon. Et bon, à pardonner, quand c'est ses enfants, c'est plus facile, mais demander pardon. Et puis, il y avait aussi tout cet état d'esprit d'humilité, d'empathie, de compréhension, qui m'ont peut-être plus ouvert que ce que j'étais avant. Voilà. Et ça, nous, on l'a ressenti. Oui, j'allais te poser la question, justement. Déjà, ce qui était intéressant, c'est que du coup, Clara, nous, on a un peu vécu aussi la grossesse, parce que j'avais 6 ans. Moi, je me rappelle pas de tout, mais je me rappelle du ventre de maman qui est gros, je m'en vais, je reviens avec un bébé. Hop, t'as été l'acheter où? C'est ça. Voilà, ou une espèce de lit là, sur roulette, là, le grand lit en hauteur. Je sais pas comment on appelle ça. Un berceau, peut-être. Un lit de bébé. Oui. Et il dort, faut pas faire de bruit. Absolument. Taisez-vous, ne faites rien. Genre, c'était une bonne excuse. Statut. Mettez vos écouteurs et allez jouer à la Game Boy. Et tu disais que t'as ressenti un changement on a pas mal vécu ça comme une espèce d'injustice d'ailleurs. Mais même déjà avec Thibaut, lui il a le droit de faire ça à son âge, j'avais pas le droit. Oui. Ça c'est les bails de l'aîné, ça, j'ai envie de te dire. Je confirme. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Comment ça, il a le droit de tremper ses lèvres dans ta bière? Moi j'avais pas le droit même. On est du Nord, mais... Les enfants du Nord. Élevés à la bière. Au jus de houblon. Mais il y a pas mal de trucs où quand tu ressens ça un peu comme de l'injustice, pour le coup. J'avais pas le droit. Pourquoi est-ce que moi j'avais pas le droit et elle a le droit, lui il a le droit? Puis c'était comme ça. Ouais. Mais on a toujours peur, en tant que parents, déjà de voir grandir nos enfants, ou en tout cas de les voir grandir trop vite. Et puis après, il y a cet esprit où il y a des choses où c'est pas du domaine des enfants. Tromper ses lèvres dans la bière, il y a des trucs où aller à l'école tout seul, où il y a tout un tas de trucs, surtout maintenant avec tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, des accidents et puis des fois des débiles qui sont près de nos enfants, quoi. Donc ça, moi, mon âge, je l'ai pas vécu parce que peut-être qu'il y en avait autant, des débiles qui faisaient mal aux enfants. On entendait moins. Mais on n'entendait pas parler. Donc moi, j'allais à l'école à pied. J'ai eu de la chance comme je vivais dans une grande ville, tout était assez à proximité. Donc j'avais pas besoin de faire 10 km dans la campagne. Je pense que le fait de ce que l'aîné soit un petit peu le précurseur, mais aussi qu'on le freine un petit peu pour pas qu'il parte trop vite, parce que si on sait qu'il part vite, les autres ils vont partir vite aussi. Plus vite. Donc c'est peut-être aussi ça dans l'inconscient collectif parental, de dire à un moment donné, le plus grand, c'est vrai qu'on attend de lui, on pourrait attendre que c'est lui qui doit montrer la voie à son petit frère, à sa petite sœur, et puis d'un autre côté, on peut pas trop le lâcher quand même parce que c'est qu'un enfant. Et puis, je tiens à préciser que l'aîné il monte la voie, mais surtout pour les conneries aussi. Aussi, ouais, je suis d'accord. Non mais oui. Et je pense que ça, effectivement, après, puis après t'as le deuxième, surtout quand ils ont à peine 2 ans d'écart. Ah ouais, lui il a le droit de faire ça, et pas hyper moi. Et puis voilà. Et puis après, à un moment tu lâches quoi. Voilà. Tu lâches parce que c'est vrai. Enfin, c'était vrai parce que maintenant les gamins ils naissent avec des téléphones dans leurs mains. Donc, tu vois, les esprits là. Tu diras, moi j'ai eu ma Game Boy Color. Waouh. Je savais pas encore lire. Donc c'est un peu c'était mon téléphone à moi où c'est toi qui capturais mes Pokémon, même je m'en rappelle. Celui-là j'arrive pas à le capturer, tu peux m'aider. Voilà, donc c'est des trucs où au final c'est le support qui a changé, mais l'idée reste la même. Depuis que les écrans existent, on fout des gamins devant des écrans. Ouais. C'est une marraine pas chère, une nourrice pas chère. Je te mets devant et puis
j'ai plus trop à m'en occuper. Voilà. Il y a aussi non, enfin, c'est sûrement vrai pour certains enfants ou dans certaines familles, mais je pense que c'est pas la majorité des cas. Ouais, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on a besoin de... tu sais, un gamin qui s'ennuie, c'est un gamin qui va faire des conneries. Naturellement. Donc, si tu veux pas qu'il fasse trop de conneries, tu essaies de l'occuper tant bien que mal avec les moyens dont tu disposes. Alors, avant, les gamins, t'avais une voiture, t'avais une poupée, t'étais super content et puis tu t'occupes avec ça. Aujourd'hui, malheureusement, je suis pas sûr. Les enfants de maintenant, ils se contentent pas d'une poupée et puis d'une voiture, quoi. Je suis pas sûr qu'à l'époque on se contentait d'une poupée et d'une voiture, mais t'avais pas le choix. Voilà, c'est ça, t'avais pas le choix et puis tu t'en contentais, bien au contraire. Quand t'avais 2 voitures, c'était encore mieux. Ouais, mais t'étais un peu forcé en fait. C'était ça. Ouais. Ouais, mais après, en fait, t'as pas le même système de référentiel. C'est-à-dire que si le summum pour toi, la poupée, c'est comme aujourd'hui avoir une Switch, si tu veux, je pense que c'était un peu ça. C'est-à-dire que t'avais une poupée, t'étais au top du game, quoi. Donc, t'avais une poupée, t'étais. Ouais. Hop. Enfin, remonte loin quand même, là, pour les. Ah oui, peut-être 50 ans. Je pense que est-ce que du coup, moi, j'ai en référence. Les premières consoles, l'histoire du jeu vidéo, tout ça. Il y a 50 ans, ça n'existait pas. Non, j'avoue, le jeu vidéo à 30, 35 ans. Ouais, voilà. Les Pong, c'est ça. J'avais quoi, 12-15 ans quand les premières Pong qui sont sorties. Il fallait attendre un peu et puis avoir des sous, aller à l'arcade. Ah ouais. Voilà. Mais après, il y a aussi un autre truc qu'on a ressenti avec Clara. Enfin, je sais pas pour Thibaut, mais moi, je le ressens, c'est le fait qu'elle puisse pas faire les mêmes choses que nous parce que c'est une fille. Je sais pas bon. On rentre dans le vif du sujet. Je sais pas si on va couper ou si on va pas couper. Je sais pas si c'est plus toi ou si c'est plus maman. Mais par exemple, le fait que nous, c'est un village, la rue dans laquelle on habite, c'est pas une rue principale, donc on peut facilement se balader, sortir à vélo, tout ça. Et il y a un truc il y avait la règle de je reste dans la rue, tu peux pas aller, ton terrain de jeu c'est la rue, tu vas pas plus loin. Et il y a l'époque où tu pouvais sortir de la rue, profiter de tout le village, parce que c'est bon, tu sais pédaler à peu près proprement, tu sais qu'il faut s'arrêter au stop, etc. Et il y a un truc où Clara, elle a été, je trouve, très longtemps restreint par rapport à nous. Même encore maintenant, il y a pas mal de trucs sur lesquels elle est un peu plus restreinte. Et j'ai l'impression que c'est parce que c'est une fille. Non, t'as pas l'impression, c'est totalement ça. Alors, je sais que ça te fait marrer, mais je suis sûr que ça te fait aussi un peu bondir. Non, en fait, je comprends tout à fait. Alors, les parents qui font ça, il y a l'aspect. Je pense que déjà c'est ta mère, plus que moi. Je pense que je suis plus prompt à vous laisser un peu plus, surtout qu'à 14 ans maintenant. Je pense que c'est un peu défendre. Après, effectivement. On est à la campagne. Mais à la ville, c'est pas forcément mieux non plus. Oui. Mais tout de suite, si tu veux t'éloigner du truc, c'est sur la route avec des voitures, des fois qui roulent un petit peu n'importe comment. Et il parle pas de ça, il parle de la différence entre tes fistons. Ouais. Après, je pense que oui. Non, mais tu as sûrement raison. Mais je sais pas comment l'expliquer, si tu veux. Moi, je serais plus à même à la libérer plus. Enfin, à la libérer, à lui laisser faire. Il faut négocier. Ou d'aller... si elle a envie d'aller chez sa copine, si elle a envie d'aller dans son petit coin de jeu... je suis pas tant que il fait jour, tant qu'elle peut y aller facilement, tant qu'elle a un moyen de communication, moi ça ne disconvient pas. Tant qu'elle répond au téléphone aussi. Oui, aussi, mais ça c'est autre chose. Ça. Mais c'est plutôt ta après femme. c'est ma femme qui est plus alors elle met toujours en avant on sait pas qui elle va croiser parce que c'est une fille et qu'en général malheureusement, ce sont les filles qui sont les plus impactées par ce genre d'actes délictueux, pour pas dire autre chose. Criminel. Oui, criminel, ouais, tout à fait. Et puis je pense que c'est ça. C'est plus dans un esprit de protection, protecteur, plutôt que dans l'esprit, ouais, toi t'es une fille, tu restes à la maison, t'apprends à faire la cuisine, et puis c'est pas du tout ça. Clara, si elle a pas envie de faire la cuisine, elle la fait pas. Et puis si elle a envie de faire ses gâteaux, elle fait ses gâteaux. Elle fait de très bons pains perdus. Et puis voilà quoi. Donc j'espère que toi aussi tu fais après, des bons pains perdus. Je lui laisse. Voilà. Donc on est bien au fait que c'est
plutôt dans cet état d'esprit-là. Tu sais, donc, fait que... à côté de Faire Histoire de Daron, j'ai un magazine qui s'appelle Mademoiselle, où il y a notamment, je vais le linker dans les notes, mais il y a Clémence, qui est la rédac chef, qui a fait tout un article sur l'éducation dans laquelle elle a été élevée autour de la peur. Et où, en fait, effectivement, ses parents, en voulant la protéger, ils les ont aussi mis dans un réflexe de fais attention à l'environnement qui t'entoure. Et elle, justement, a 2 grands frères, même pas, elle a un grand frère et un petit frère. Et en fait, les 2 frangins, alors qui sont il y en a un plus grand et l'autre plus petit, ils ont eu des possibilités qu'elle n'a jamais eues. Donc c'est un peu, je pense, ce que pointe Corentin du doigt, si tu veux. Et c'est vrai qu'on a tendance, et ça m'étonne pas que ce soit plutôt ta femme qui la protège, parce que justement, elle a sans doute été elle-même, elle n'est pas là, un jour on fera Histoire de Daron, je ne sais pas, mais elle a sans doute elle-même aussi été élevée dans un truc de protection, et peut-être qu'elle reproduit aujourd'hui ce qu'elle fait avec sa fille, et c'est jamais malveillant si tu veux, mais c'est vrai qu'arriver à 20-25 ans, après elle va te poser des questions chiantes comme pourquoi moi je n'avais pas le droit, alors que... Elle le fait ça c'est un truc, elle le fait déjà. Et puis je pense qu'elle a 2 grands frères qui lui donnent de bons ou de mauvais exemples. On des Mademoiselle. Je lui envoie Mademoiselle, ça va foutre la merde. Non, mais moi j'aime beaucoup Clara dans le sens où moi j'essaye de l'encourager à faire des trucs, genre elle aime bien le dessin, je l'encourage à dessiner. Même moi, dans mes études, j'ai appris à dessiner, donc j'essaie de lui filer des tips. Tu fais quoi comme études ? Je fais des études de design produit. Ok. Donc je suis dans une école qui fait aussi de l'animation et de jeux vidéo. Okay. Un petit instant promo. Rubica à Valenciennes. Ok. Donc, c'est anciennement Supinfocom, c'est ça ou... Supinfocom, c'est la branche animation. Ok, d'accord. Et Supinfogame, c'est la branche jeux vidéo. Classe. Et l'ISD qui est encore plus... C'est les 30 ans cette année. Enfin bref. Et du coup, là-bas, j'ai appris à dessiner. Du coup, je file des tips. Ou même, c'est une école de créatif. Donc tout le monde se lâche. Et vas-y, je me fais des side cuts. Et tout le monde a les cheveux bleus, vert, rouge. Et... Bah oui. Moi, en design. Mais dans les autres filières, ouais. Et du coup, je l'encourage à faire des choix, à prendre des trucs comme ça. Parce que moi, je suis extrêmement fier d'elle quand elle fait ça. Du coup, c'est ma sœur. Je suis content qu'elle fasse ça, qu'elle prenne. Ok, moi, j'ai envie de customiser mes chaussures. Je prends un Posca, j'écris dessus. Voilà. Maman, elle tire un peu la tronche quand elle fait pareil sur les meubles, mais. Bon, ils étaient pas neufs. Hein. Donc, sur ces meubles-là, elle oui, bien sûr. Oui, pas sur les meubles de la famille. Non. Non, voilà. Mais voilà. Un peu de censure. Genre, elle a fait des teintures très tôt, ou elle a demandé, là, cet été, elle voulait absolument commencer à s'écarter les oreilles. Ah oui, donc, ok. Elle a 14 ans et je suis extrêmement fier d'elle pour ça. Elle est capable de demander des choses et d'aller loin, de s'assumer déjà. Donc je sais pas si c'est l'environnement familial ou autre chose, mais voilà. Peut-être. Et c'est un truc, des fois j'essaie d'appuyer mon point de vue devant mes parents en mode non mais laissez-la. genre. Oui, alors ça me fait penser à un petit épisode où là on s'est un peu pris de la tête quand même. J'ai joué Ton père fronce les yeux. Où Clara s'était habillée chaussures talons hauts, barésie, un petit short, bon, je dirais tenue un peu provocante quoi, en tant qu'homme. Et elle avait quoi ? Il y a 2 ans, elle avait 12 ans quoi. Hein ? Et puis je lui dis mais tu vas pas sortir comme ça. Tu restes à la maison, ou si tu sors, tu restes pas comme ça quoi. Enfin, ou tu mets un pantalon ou. Et puis. Ouais, pourquoi tu veux si, pourquoi, c'est pas parce que c'est une fille, enfin. Éduquez vos garçons. Mais j'étais super. Enfin, ça m'a surpris déjà. J'étais Qu'est-ce qui t'a effaré. Qui prennent sa défense, c'est ça ou... Alors, c'est pas qu'ils prennent sa défense, c'est qu'ils évaluent pas le risque potentiel de la tenue de ma fille qui n'a que 12 ans, enfin qui n'avait que 12 ans à l'époque. Je suis pas verrouillé, mais je suis à un moment donné, ma permissivité, elle a une limite. Et là, j'ai dit, mais non, mais Corentin, tu te rends pas compte, quoi. Ta sœur, elle a pas 20 ans, quoi. Ta sœur, elle a 12 ans et elle veut sortir en ville comme ça. Et c'est pas possible, quoi. Après, il faut qu'on remette, tu vois. Alors, ça, tout ça pour dire que, oui, non, mais on a failli tous les deux mourir, mais non, mais
après, tout ça pour dire que, en tant que parent, même avec des grands enfants, il faut toujours être dans la discussion et puis et faire prendre conscience aussi qu'à un moment donné, soit t'as le bon âge ou c'est pas du bon âge ou t'as pas le bon âge, ou c'est le bon moment ou c'est pas le bon moment. Mais à un moment donné, il faut relativiser tout et dire attention. Et justement, et notre rôle de parent, et même quand on a des enfants de 18, 20 ans, et même peut-être plus tard, on a toujours cette notion de un peu garde-fou, entre guillemets, et de dire non, là tu vas trop loin, ou là tu peux y aller encore plus. Et puis, mais il faut que ça se fasse dans l'échange, quoi. Il faut pas que ça se fasse dans c'est moi le père, je sais, ou c'est moi la mère, je sais, et puis toi tu sais rien, tu fermes ta bouche et puis tu fais ce que je te dis. Non, c'est justement après c'est là où ça peut être même encore plus intéressant, c'est de confronter nos idées. On le fait beaucoup. Il m'interviewe souvent sur lorsqu'il fait ses projets, et puis il dit voilà, je travaille sur ça, tu vois ça comment, et puis on échange pas mal. Moi je viens de l'industrie automobile, donc j'ai une vision industrielle entre guillemets, et puis j'ai un passé qui fait que on peut discuter. C'est pas parce que c'est mon passé que je peux moi seul peux discuter avec mon fils, mais dans ces moments-là, effectivement, c'est plus facile de discuter. Et puis on n'a pas le même point de vue politique, on n'a pas le même point de vue, mais c'est ce qui fait la richesse aussi, c'est que lui, il apporte ses idées, moi j'apporte les miennes, on échange. Et puis il y a des moments, effectivement, mon curseur il est mal réglé, et puis son curseur il est mal réglé. Donc ce qu'il faut, c'est toujours essayer de garder l'équilibre des forces. Pour faire du Star Wars, mais c'est ça quoi, hein, mais c'est du bouddhisme, c'est l'équilibre, voilà, c'est dans l'équilibre. Et à un moment, le déséquilibre, ça peut amener à des situations ubuesques, voire dangereuses. Mais un risque, c'est pas un danger non plus. Aussi. Ok. Certes, mais après le risque il est mesuré ou il n'est pas mesuré. Oui, et puis tu t'affranchis du risque en mettant des sécurités. Ceci dit, c'est très cool que ton fils n'ait pas peur de venir te défier entre guillemets, tu vois, et venir prendre le parti de sa sœur. Et puis justement, tu vois, de montrer son point de vue à lui par rapport à ton point de vue. Donc bravo pour ça, parce que c'est pas gagné dans toutes les familles. Lui, il prenait le point de vue en disant c'est pas parce que c'est une fille ou c'est pas parce que... Enfin, non. Une fille, elle a le droit de s'habiller comme elle veut. Lui, il était parti du genre pourquoi tu empêches ma sœur de s'habiller comme elle veut. Et puis, mais à un moment donné, voilà, c'est ça. C'est parce qu'elle a 12 ans. Alors, c'est pas parce qu'elle a 12 ans, c'est parce qu'il y a tout un tas de facteurs qui font que... il y a un risque en France en 2000. Voilà, c'est en tant que parent, je ne veux pas assumer ce risque potentiel. Voilà, tout simplement. Ouais, mais ça, on apprend à échanger, etc. Je pense que c'est un truc qui vient aussi de... des fois, on vous voit avec maman pas être d'accord. Et ça aide aussi. C'est régulier. Ça peut être pour des trucs complètement futiles ou pour des trucs un peu plus importants, mais on vous a vu pas être d'accord. Et du coup, ça a un peu peut-être orienté notre manière de démystifier nos parents, comme je disais tout à l'heure, mais aussi de savoir à qui s'adresser quand tu demandes quelque chose aussi. Oui, c'est vrai. Oui. Voilà. Parce que les trucs du je peux sortir, je peux faire ci, je peux faire ça, en général, c'est à papa qu'on demande. Hein. Tous les trucs autour de la liberté. Ah, mais moi, maintenant, j'ai 20 ans, j'ai une voiture, c'est bon, j'ai des copains, je vais dormir. Et puis, bon, ceci dit, tu vis quand même à la maison et on a juste envie de savoir si tu manges, si tu dors. C'est pas un hôtel, hein. Voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. Voilà. Oui. T'arrives pas, tu te je passe l'aspirateur. Non, oui, je prends un peu ma part. Peut-être pas assez, mais je la prends. Et tiens, mince, c'est en train de me sortir de la tête. Oui, on n'a pas parlé de Clara, enfin de sa maladie, de cœliaque pour le coup. Clara, elle est intolérante au gluten. Ouais. Et moi, je me rappelle, genre, quand on l'a découvert, enfin plus ou moins, tu en parleras peut-être mieux parce que moi j'étais petit, mais dû passer du biberon au pot, et d'un coup elle se met à vomir systématiquement tous les pots. Voilà. Et apparemment c'était pas facile comme période non plus. Alors non, ça n'a pas été facile. Elle avait quel âge? Elle avait même pas un an. Un an, ouais. Non. Alors ça s'est déclaré dès qu'on a commencé à lui donner des petits gâteaux, elle faisait ses dents, des petits morceaux de pain, de ça, et puis là on a vu, elle était assez bien potelée, elle bougeait, elle se mettait debout, donc elle commençait à prendre son envol un petit peu, hein.
Et puis, quasiment d'un coup d'un seul, physiquement régressé, difficultés à digérer. Hein. Donc, et puis là, tu te poses la question, il y a un truc qui va pas quand même. Hein. Alors au début, tu dis, bon, c'est pas grave, c'est juste, les enfants, ils ont souvent un petit peu de difficultés, et puis ça dure 1 jour, 2 jours, et puis là, ça dure 1 jour, 2 jours, 3 jours, 5 jours, 10 jours, et puis là, on se regarde, et puis on dit, c'est quoi? Il faut qu'on fasse quelque chose. En plus, alors, juste pour faire un peu de technique, la maladie cœliaque, donc l'intolérance au gluten, dans nos intestins, on a tout un tas de pilosités qui sont là pour absorber les bons éléments et puis laisser les mauvais. Et puis, dès que le cœliaque mange du gluten, toutes ces pilosités-là sont arrachées et disparaissent. Et tous les bons nutriments, ils sont plus absorbés. Et puis, tu as une fonte musculaire, tu as une grosse difficulté à digérer. Donc, ça fait un gros ventre avec pas de muscles, quoi, en fait. Un enfant d'1 an, hein, ce qu'on pourrait voir quand on regarde... complètement. Hein. Les bébés qui sont malnutris, qu'on voit de temps en temps à la télé, c'est tout à fait ça, quoi. C'est pas les anticorps qui réagissent à... Je sais pas, alors là... Techniquement, je sais plus. Ça, c'est le truc facile. Après, le truc plus difficile, il faudra s'adresser aux spécialistes. Mais, et là, c'est... merde, qu'est-ce que je dois faire? À qui je dois m'adresser? Bon, bien sûr, au médecin. Et on a eu un super médecin qui a tout de suite tilté et qui nous a envoyé vers les bonnes personnes. Donc, ça a été super. Et puis après, c'est... tu sais pas, quand tu sais pas ce que c'est... Tu dis, alors attends, tu t'imagines tout et n'importe quoi. Qu'est-ce qu'elle va faire? On va se retrouver avec un fauteuil roulant, une gamine qui va falloir qu'on donne à manger. Enfin, tu vois, tu t'imagines le pire déjà. Hein. Et puis après, au fil de l'eau, ça va. Puis à l'époque où elle a eu ça, on parlait pas d'allergènes, on parlait pas de... Et puis les aliments, il y avait très peu d'inscriptions, de composition, donc c'était très difficile de... Moi, je me souviens des premières courses. Non, c'était la première... Après, quand on a su ce que c'était, on dit, on va être obligé de lui faire tout à manger. Enfin, d'acheter que des produits frais, et puis de lui faire à manger que nous. Et puis après, il y a une super association qui... l'AFDIAG. Et donc, on a pris contact avec cette association-là. On y est inscrit, d'ailleurs. Et ils nous ont envoyé tout un tas de documents. Et puis... une heure de course, ça se transformait en 3-4 heures de course. Parce qu'il fallait qu'on se paluche. Et nous, on était obligés d'être là. Oui, en plus. Donc, arrivé à un moment, ça les gavait un petit peu, quoi, aussi. Hein. Donc, après, à un moment donné, au bout de 2-3 heures, dans le magasin, c'est la course. Donc, ça, c'est plus... dans un premier temps, c'est comment je vais faire pour aider mon enfant. Et là, tu te poses tout un tas de questions quand tu connais pas. Après, quand tu connais, c'est plus facile. Mais c'est vrai que la première chose, c'est mais comment je vais faire pour l'aider? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'on va est-ce qu'on va être obligé de s'arrêter de travailler? Mais on se pose tout un tas de questions, quoi. Puis c'était avant, bien avant que les régimes sans gluten soient. Ouais. Et puis après, ça c'était. On a eu la chance d'avoir. Il y a tout un tas d'événements qui nous ont facilité la vie, effectivement. Il y a des lois sur les allergènes qui sont apparues juste après. Donc tout était inscrit en tout cas. Tout était inscrit, donc c'était beaucoup plus facile de lire. Et puis après, avec l'habitude, maintenant, même elle a envie d'un truc, elle le regarde, elle le sait. Hein. Et puis après, c'est par rapport aux autres. C'est son rapport aux autres par rapport à sa maladie. Parce qu'elle ne peut pas manger comme les autres, elle peut pas... Donc, ma femme étant infirmière, elle a tout de suite été voir à l'école, elle leur a expliqué le problème, ça. Donc, on a trouvé des solutions. Un PAI, voilà. Ouais, et puis, après, les premières années, ils ont fait toute une petite animation au début d'année pour expliquer ce que c'était le gluten. Donc, on les trouvait, et puis avec les enfants, donc il y a eu un échange. Et puis, comme on est dans un petit village en général, tu rentres avec un groupe et puis tu le suis jusqu'au moins CM2, quoi. Donc après, les gens, ils savent. Et donc il y a eu toute cette période où ça a été beaucoup de dépenses d'énergie pour comprendre, pour apprendre, et puis pour apprendre aux autres aussi. Hein, mes parents, ma belle-mère,
les garçons, hein. Et même encore maintenant, des fois on se bagarre, on dit pose pas ton pain là, ta soeur elle mange ici. Même si maintenant je pense que une miette de pain elle absorberait et puis on se sentirait peut-être un petit peu bizarre et puis c'est tout quoi. Mais c'est vrai que maintenant encore on est assez vigilant là-dessus. Et puis on a revu le plan de table. C'est-à-dire que le plan de table il a changé. Les parents sont les garde-fous. Donc c'est une table sur une table de 4. Enfin de 4-5 tu vois. Et il y a mes parents d'un côté, nous deux on est à droite et ma soeur elle est de l'autre côté des parents. Comme ça c'est une barrière, comme ça ils pouvaient pas faire de bêtises quand ils étaient plus petits. Tu veux du pain voilà. Et ça on l'a gardé même encore maintenant. Quand on va chez des gens ça, bon maintenant elle se débrouille mais des fois on fait un peu garde-fou et puis on la garde un peu à côté. Au restaurant aussi. Au restaurant, on est vigilant sur le choix de nos restaurants aussi, des fois. Bien sûr. On peut pas aller, on peut pas faire de pizzeria, comme Claralène. Si on veut manger des hamburgers dans les différentes enseignes, il faut qu'on lui prépare son truc. Et puis il faut qu'on lui explique. Par contre, on y va, nous on mange, on achète sur place, et puis on lui prend une salade, un machin. Donc, des fois, il y en a qui nous regardent un peu bizarre quand même. Est-ce que les frites sont cuites avec les nuggets ? Ouais, voilà. Voilà. C'est la grande question, ça. Chaque fois. Donc, alors, je sais pas comment ils l'ont vécu, eux, mais c'est parce qu'on n'a pas vraiment parlé effectivement aussi. Nous, mais je pense que... Donc, au final, ça va. Nous, on a grandi avec. Peut-être au début, ça a été un peu particulier. Non, encore aujourd'hui, je ne fais pas les courses. Je n'ai pas besoin. Donc, ça m'a moins touché dans le sens où, c'était genre, les courses, c'était un truc infini. Et encore aujourd'hui, les courses, je déteste ça. Parce qu'il y a du monde, c'est long. Non, c'est vrai, des fois, c'est long. Tu sais jamais où est-ce qu'il est, cette espèce de produit. Où ils trouvent ça où ? Ouais, voilà. Donc, j'ai encore du mal à faire les courses. Et j'imagine, ça m'étonnerait pas que ça vienne de là. Je pense, ouais. Et ouais, non, mais nous, on a globalement grandi avec, donc ça allait. On n'a pas eu trop peur parce que ça nous concernait pas directement. Enfin, c'était moins. On était petits, genre. Ok, je le prends comme ça vient, quoi. C'est pas mortel. Ouais, donc après on arrive à relativiser quand même. C'est pas comme quelqu'un qui est intolérant ou un œdème de quinque. Ouais, tout à fait, exactement. Où là il faut se balader avec tout ce qui va bien, quoi. Tandis que là, bon, si elle mange quelque chose qui lui va pas, elle va être ballonnée. Au pire, elle va vomir. Puis ça va s'arrêter là, quoi. Et si elle vomit à 14h, c'est parce qu'elle a pas bien mangé, quoi. Voilà. Le midi. Oui. Il y a des trucs comme ça où il fallait faire attention parce que elle prend son repas le midi à l'école, à la cantine. Donc maintenant au collège, elle le fait tout seul, mais à l'école primaire, il fallait que maman lui apporte, etc. Il fallait le mettre dans la cantine parce que on mangeait pas tous les jours à la maison, on mangeait beaucoup à la cantine. Donc il y avait ça aussi où à l'école, il fallait faire attention. Nous, on avait là peut-être on avait plus le rôle de grand frère machin, où nous on prenait le rôle de faire attention à ce que les autres enfants ils balancent pas une tranche de pain dans son assiette, parce que ça peut arriver qu'ils fassent du grand n'importe quoi, des choses comme ça. Est-ce qu'il y avait d'autres choses, parce que dites donc 1h30 qu'on parle. Ouais, hein. Savez-vous pas mal. Il y avait autre chose que tu voulais voir, Corentin? Je crois qu'on a fait un peu le tour de ce que j'avais préparé. Voilà. Oui, le rôle de papa, genre, c'est un peu le thème du podcast, donc la question elle est déjà là, mais est-ce que j'ai plus ou moins déjà la réponse, mais je l'ai écrit, je vais la poser. Est-ce que c'est facile à endosser, le rôle de papa? Putain, c'est une grosse question, ça. Hein. J'ai l'impression qu'on a déjà plus ou moins répondu tout au long du truc. Alors, je sais pas si c'est facile ou pas facile. Il y a des moments c'est super, puis il y a des moments c'est pourri. Quand on a, c'est facile, c'est super quand on arrive à échanger, quand on arrive à faire des trucs super sympas. C'est pourri quand on doit faire le flic ou le rabat-joie en disant on range des affaires, range ceci, range cela, et puis péter un plomb parce que c'est pas fait. Donc ça c'est un rôle qui est malheureusement qu'on doit endosser, mais qui est pas inné à porter, quoi. Je suis pas là pour
Enfin, si je suis là pour vous dire, tiens, ça c'est bien, ça c'est pas bien, hein, ça il faut qu'on le fasse. Hein, si on le fait pas, il y a personne qui le fait à notre place. Hein. Par contre, c'est pas bandant de passer son temps à vous gueuler dessus parce que vous faites pas ce qu'on vous demande de faire. Voilà, c'est un petit peu ça, quoi. C'est un peu brut de le dire comme ça, mais c'est ça, quoi. Quand on est dans l'échange, mais c'est pareil que dans le rôle de père, quoi, dans le rôle de compagnon, dans le rôle de manager, dans le rôle de collègue de travail, c'est pareil, quoi. Dès l'instant où t'as l'obligation de faire le sale con, bah c'est pas marrant. Voilà. Ok. J'ai une question pour toi, Corentin. Qu'est-ce que ton père a fait ou n'a pas fait pour que tu deviennes le gars de 20 ans là, qui a l'air super épanoui que tu es aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a fait? Je dirais, parce que c'est pas une question facile non plus. Je sais. Ils ont porté beaucoup d'attention à ce que on se développe bien. C'est passé par le sport. On a fait du sport. J'ai fait du baby judo, du foot, du badminton. J'ai fait longtemps du taijutsu, un art martial associé à la FF karaté. Là, je cours à côté, genre comme ça. Mais je cours parce que lui, il courait pas mal aussi. Il a fait 2 marathons, dont 1 en marchant. En finissant. Je marchais en finissant. Mais ouais, il y a eu le sport qui a permis de développer plein de trucs, de sortir, de ne pas tout le temps rester en cercle fermé, de voir des gens. Ouais, du coup, c'est une habitude que j'ai gardée. Je trouve que le sport, c'est assez épanouissant. Et physiquement, ça fait du bien aussi, de rester en forme. Du coup, il y a cette attention-là. Il y a eu l'attention aussi aux études, où on s'est pris vraiment pas mal à l'avance, pour le coup, je trouve. Genre vraiment 2 ans, 3 ans à l'avance pour savoir quoi faire, où aller, etc. Quand tu étais au lycée, tu veux dire? Même déjà avant le lycée, au collège. Okay. Moi, on parlait de Superfocom tout à l'heure, j'ai commencé à entendre parler de ça au collège, où j'ai pas mal changé d'avis. Quand j'étais petit, je voulais faire paléontologue, parce que j'aimais bien les dinosaures et Jurassic Park. Comme tous les gamins de son âge. Ouais, voilà, Thibaut, il voulait faire pompier. Clara, elle voulait chanter, je crois, je sais plus. Enfin, mais du coup, il y a eu cette évolution où ils ont toujours été là pour nous accompagner sur ce qu'on veut faire après, pour nous épanouir, etc. Donc, ouais, on est allé voir l'école dans laquelle je suis maintenant. J'étais en première ou en seconde? En première. En première. On m'a un peu forcé la main sur le bac, mais Je veux dire, pour le bac que tu voulais Ouais, j'hésitais entre le S et le STD2A, donc c'est des bacs qui vont disparaître, je crois, d'ailleurs. Ouais. Donc entre le scientifique et le sciences et techniques, c'était art, quoi. C'était art appliqué, ouais, c'était ça. J'hésitais entre les deux, ils m'ont forcé la main en mode tu auras plus de portes si tu fais S. Alors, la voie royale. Ouais, ce qui n'est pas forcément le cas. J'ai l'impression que peu d'écoles font vraiment attention à la formation. Mais la formation peut t'apporter des choses qu'il faut que tu fasses à côté si t'es pas dans cette formation-là. Genre, j'ai continué l'art plastique, donc j'ai continué à dessiner, machin. Un truc que si j'avais pas fait art plastique, pour le coup, il aurait fallu que je le fasse à côté quand même. Par rapport aux études que je voulais faire. Donc ouais, il y a ça, il y a vraiment une espèce d'accompagnement, de coaching tout le long, qui continue encore aujourd'hui. C'est vrai. Puis c'est pas terminé, peut-être. Ouais. Pas encore terminé. Tant qu'il habite chez nous, même après. Hein, quand on voit mamie se pointer tous les mercredis, le coaching, c'est pas fini. Mamie quoi? Ma grand-mère maternelle vient régulièrement à la maison, elle habite pas loin, elle file un coup de main. Aux tâches ménagères. Ouais, nous c'est pas mal. Des fois, elle prend des initiatives qui sont pas. Mamie, si tu écoutes, désolé. Mais genre, elle aide beaucoup et c'est génial. Mais genre, il y a des choses où les initiatives sont pas forcément toutes bienvenues non plus. Il y a l'idée il y a le coach jusqu'à temps où c'est bon, je sais faire tout seul. Arrête, s'il te plaît. Donc. C'est les darons à l'ancienne, je pense. Ouais, tout à fait. Un peu ça. Bon, très bien. Qu'est-ce que ça te fait, toi, d'entendre ton fiston parler de ça comme ça? Bah ouais.
Bah ouais. Bah ouais. Non, mais ouais, bah ça fait toujours plaisir de l'entendre déjà. Hein. Et puis, je pense qu'on a toujours eu à cœur avec mon épouse de. Alors, on a la chance, Thibaut et Corentin, c'est eux qui ont choisi leur cursus post-bac. Et on les a. Enfin, je pense. L'idée, c'était de les aider vraiment à ce qu'ils puissent y arriver. Hein, effectivement, on l'a forcé. On lui a forcé la main à prendre S parce que je pense qu'il était largement capable de le faire et qu'il n'aurait aucune difficulté dans cette branche-là. Son frère, qui est plus manuel, on l'a plutôt orienté sur un bac professionnel. Hein, et puis, c'est super éclaté pendant 3 ans. Et puis, et là, il a intégré l'école qu'il souhaitait faire. Donc, je pense que de ce côté-là, on a réussi notre pari. Et après, il faut pas se fixer, quoi. Je pense qu'il faut bien regarder comment son enfant se comporte, et puis pas aller à contre-courant de ce qui va le faire kiffer, quoi. Et je pense que ça, c'est important. Alors, des fois, effectivement, on aimerait bien que ouais, tu seras médecin, ouais, tu seras machin, ouais, tu seras ministre, président, je sais pas quoi. Mais après, il faut voir. Après, ça, c'est après ça. Je pense que il est important en tant que parent d'être confiant en la capacité de ses enfants déjà, et puis de la manière dont ils se comportent, d'essayer de trouver des solutions qui vont leur permettre de s'épanouir encore plus. Et c'est ce qu'on a à cœur de faire. Voilà. Bah, c'est un beau mot de la fin, non? Voilà. Papa, je t'aime. Oh, moi aussi, je t'aime. C'est encore un des plus beaux mots de la fin. Vous êtes déjà dit je t'aime? Je suis pas sûr. Pas souvent. Ouais, on le dit pas beaucoup Ouais. dans la famille. Hein. Des fois, je fais des câlins. Voilà. Bon, on fait des câlins. Ah, ça va alors. Bon, un grand merci à tous les deux Bah, merci à toi. d'être venus jusque-là. Un grand merci pour cette heure de partage. C'était super bien. Moi, j'étais là, je vous regardais tous les deux. ouais. C'est hyper intéressant. Alors en tout cas, j'espère que ça plaira à ce format-là Eh ben, aux internautes. on verra ce qu'ils en disent. Mais en tout cas, moi, ça m'a plu. Donc, je pense que normalement, J'espère ça devrait pas avoir plaire. fait n'importe quoi avec le micro. T'inquiète. Bon, ceci dit, on pourrait encore en faire une deuxième. Hein, mais, Bah oui, j'imagine. il y a encore beaucoup de choses à dire. Énormément de choses. Un grand merci à tous les deux. Merci à toi. Salut. Merci. C'est terminé pour cet épisode. Un grand merci d'avoir écouté. Je vous invite à venir réagir soit sur l'Instagram de Rocky, c'est sur RockyMag, ROCKIEMAG, soit sur mon Instagram perso. Moi, je suis sur FabFlorent, FABFLORENT, soit sur YouTube sous la vidéo de cet épisode. Vous trouverez le lien dans les notes du podcast. J'adore lire vos commentaires. Je vous rappelle aussi que si le concept vous plaît, vous pouvez en parler autour de vous, partager sur les réseaux sociaux. Le bouche à oreille, c'est encore le meilleur moyen de faire connaître ce programme. Si vous voulez passer à mon micro, que vous avez une histoire ou une situation qui fait de vous un daron un peu particulier, vous pouvez écrire un mail à histoirededaron@rockymac.com. Histoire de daron, histoire avec un S, daron avec un S. Je vous mets l'adresse directement dans les notes du podcast. Enfin, je vous rappelle qu'un nouvel épisode d'Histoire de Daron sort chaque 1er et 3e lundi de chaque mois. Rendez-vous donc très bientôt pour le prochain et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle vie.